Chers téléspectateurs de la télévision Tambra, bonsoir et merci de suivre votre émission L'entretien de la semaine. L'entretien de la semaine qui reçoit ce soir M. Sanoussi Tambarijakou. Il sera question de parler avec lui du bilan du 33e sommet de l'Union africaine tenu ici même à Niamey du 4 au 8 juillet dernier. Alors, Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Que peut-on retenir du 33e sommet de l'Union africaine tenu ici même à Niamey du 4 au 8 juillet dernier? En termes de bilan, tout le monde le reconnaît. Les rencontres ont été excellentes et elles ont porté de bons fruits. Les conclusions hautement importantes pour l'Afrique ont été retenues. Mais je crois qu'avant de parler du bilan de la conférence, qui ne peut être que le bilan de l'organisation, du financement, de la mise en place des commissions, de la construction des infrastructures, des discours, des rencontres, des résolutions, je crois qu'il faut se pencher sur cette question de zone de libre-échange continentale africaine pour essayer de savoir exactement qu'est-ce que cela veut dire et aussi pour savoir d'où ça vient et où ça va et qu'est-ce que ça représente dans le cadre de la recherche de l'intégration africaine. Les gens parlent beaucoup de la zone continentale de libre-échange, mais très peu de gens savent exactement ce que c'est. Et très peu d'autres personnes savent exactement à quoi cela va servir et où on va. C'est pourquoi il serait intéressant d'organiser un débat autour de cette question. Si vous permettez, je vais vous dire ceci. Vous voyez, la zone continentale de libre-échange qui vient d'être créée l'a été à la suite de l'adoption de ce document qui est intitulé Accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Ça ne peut être qu'un accord qui est différent d'un traité. Ce n'est pas un traité, c'est un accord. Ce genre de document, justement, porte le nom d'accord, surtout quand il s'agit des zones de libre-échange. C'est un document de 80 pages et qui comprend plusieurs textes. Le premier texte, c'est le texte de base qui est l'accord, le texte de l'accord lui-même. Et à cet accord sont joints des textes. Certains, on les appelle les annexes. C'est toutes des annexes. Certains s'appellent des protocoles. Et d'autres s'appellent des appendices, etc. Le tout donc, qui forme ce document-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Une zone de libre-échange. Eh bien, je ne veux pas inventer. Je veux tout simplement vous rapporter ce que moi-même j'ai appris, aussi bien sur le banc de l'université que dans ma vie de travailleur fonctionnaire de l'État, aussi dans mes recherches. Eh bien, une zone de libre-échange est différente d'une autre forme d'intégration ou de recherche d'intégration économique. Et il faut qu'on parle, si possible, Inch'Allah, de toutes ces formes-là. Vous voyez, c'est le document qui vous dit qu'une zone de libre-échange
est constitué de pays membres qui éliminent entre eux des droits de douane ainsi que les restrictions quantitatives à l'importation, mais conservant chacun leur propre politique commerciale vis-à-vis des pays tiers. Vous avez bien entendu, il faut bien peser le sens de ce mot. Une zone de libre-échange est constituée de pays membres qui éliminent entre eux des droits de douane. Si des droits de douane sont éliminés entre États, cela implique nécessairement des pertes des recettes douanières. Qu'est-ce qu'on en fait? Ce qu'on peut en faire et ce qu'on prévoit de faire généralement, c'est inclus dans le texte. Et les pays membres de la zone, ils éliminent les restrictions quantitatives, c'est-à-dire des quantités, à l'occasion de l'importation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contingentement. On n'impose pas, par exemple, aux pays importateurs de n'importer que telle quantité. Non, l'importation peut être illimitée. C'est ça la zone de libre-échange. Mais, dans le cadre d'une zone de libre-échange, chaque pays conserve sa propre politique commerciale vis-à-vis des pays tiers. Mais on verra aussi qu'il y a, dans ce cas de la CAF, une certaine spécialité. Bien. Donc, une zone de libre-échange est pratiquement un ensemble, le regroupement d'un ensemble de pays, et ce regroupement-là distingue d'autres regroupements tels que les unions douanières. Et dans le cadre de la recherche d'intégration d'un ensemble de pays, d'une communauté, dans le cadre de la recherche de leur unification, de leur intégration économique, politique, etc., il y a des étapes. Et les zones de libre-échange, par exemple, ne sont pas les moyens les plus importants d'intégration économique. Le problème, c'est que si nous prenons l'exemple de l'Afrique, évidemment, lors de la conquête coloniale, l'Afrique était ce qu'elle était, composée des empires, de royaumes indépendants les uns des autres ou autonomes les uns des autres. De toutes les façons, il y a quand même une certaine unité au niveau du continent africain. Les colonisateurs sont venus, ils se sont partagés l'Afrique. Et comme l'a dit le président Issoufou, le continent africain est apparu comme un miroir brisé. Et ils ont créé des pays, colonies ou territoires. Et pour la France, par exemple, ils ont fédéré certains de ces territoires ou colonies. Ici, en Afrique de l'Ouest, la France a créé une fédération primaire constituée de 8 États qui s'appelle l'AOF. En Afrique centrale, elle a créé une autre fédération primaire qui s'appelle l'AEF. Et les Anglais aussi ont fait pareil dans certaines régions de l'Afrique. Maintenant, donc tant que cela a arrangé les puissances coloniales, ils ont maintenu ces fédérations qui faisaient partie intégrante de leur pays et dans lesquelles il y avait toutes les libertés. Liberté de circulation de personnes, de marchandises,
des capitaux, des services. Il y avait, comme on dit, les 4 libertés. Voilà, donc ce sont elles que je vous ai citées là. Mais dès qu'ils ont accepté de donner l'indépendance à ces pays-là, qui étaient sous leur giron, il y a eu donc un éclatement, une balkanisation, et on a assisté à une Afrique qui ressemble à un miroir brisé. Et les pays se sont cloisonnés entre eux. Les questions de liberté de circulation des personnes ont disparu. Celles de liberté de circulation des biens ou marchandises ont disparu aussi. Celles de liberté de circulation des capitaux aussi. Celles de liberté de circulation des services aussi. Il fallait aux pays africains régler tout cela. Ils se sont retrouvés dans des micro-États avec des micro-marchés entourés de frontières plus ou moins étanches, et tous les problèmes économiques et même politiques se sont posés à eux. C'est à ce moment qu'ils ont réfléchi. Certains d'entre eux ont voulu reconstituer ces fédérations primaires, d'autres ne l'ont pas voulu. Certains au niveau du continent ont même souhaité et proposé à ce que tous les pays du continent se retrouvent dans un même grand ensemble politique, une Afrique unie. Là, dans ce cas, toutes les libertés, en ce moment-là, elles réapparaîtraient. C'est-à-dire la liberté de circulation des personnes, des biens ou des marchandises, des capitaux et des services, si l'Afrique était unie. C'est ce que certains panafricanistes, c'est-à-dire des partisans du regroupement de l'Afrique dans un ensemble unique, c'est ce qu'ils ont voulu. C'est des responsables comme Kwame Nkrumah, comme Modibo Keïta, comme Ben Bella, comme Sékou Touré, etc. D'autres ne l'ont pas voulu. Et finalement, ceux qui ne l'ont pas voulu et qui ont préféré à ce que les États restent indépendants les uns des autres, quitte à ce qu'ils se regroupent au niveau des sous-régions, ce sont eux qui l'ont emporté. Donc l'Afrique s'est retrouvée balkanisée. Alors les pots étaient cassés. Il fallait réparer ce pot cassé. C'est le canari percé du roi Guizot du Bénin. Alors, les pays africains, les responsables de nos pays ont donc cherché à recoller les morceaux. Et ils se sont mis à bricoler, à tâtonner, depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Depuis les années 60 jusqu'à 50 ans après. Et 50 ans après, ils se sont dit qu'il faut nécessairement s'engager à faire quelque chose de sérieux. Mais entre-temps, il y a eu donc des fédérations primaires. L'AOF est devenue donc la CEDEAO. De l'autre côté, l'AEF qui est devenue donc la communauté des États d'Afrique centrale, etc., etc. Il fallait donc recoller les morceaux. Et à la suite de diverses réflexions qui ont été faites, le continent africain s'est retrouvé quand même regroupé au sein de l'OUA, l'Organisation de l'Union africaine. C'était en 1963. 50 ans après cette année-là, 1963, 50 ans après, eh bien, les responsables africains se sont retrouvés en 2013, et c'est à ce moment-là qu'ils ont lancé l'idée de la création de la zone de libre-échange continentale. Alors, il y a des observateurs et des analystes qui ont prétendu que ce n'est pas ça le problème principal de l'Afrique. Ça ne doit pas être le principal objectif. On dit, mais quel est le principal objectif?
Eh bien, il y en a plusieurs, les objectifs. Et retenez-le bien. Il y a d'un côté l'objectif consistant à faire développer l'Afrique, chercher le développement de l'Afrique. Il y a un autre qui consiste à libérer l'Afrique du colonialisme, là où il existait encore, du néocolonialisme et de l'impérialisme. Et il y a un troisième, celui d'unir l'Afrique. Eh bien, les observateurs se sont mis à discuter entre eux en privilégiant l'un ou l'autre. Mais pourquoi les Africains ne travailleront pas avec ces trois objectifs de pair pour les réaliser tous ensemble, c'est-à-dire l'unité de l'Afrique, le développement de l'Afrique et la libération de l'Afrique par rapport au colonialisme, etc. Pourquoi ne pas le faire parallèlement et ensemble? Pourquoi est-ce qu'on va chicaner les Africains? Parce que, bien que la domination impérialiste existe encore dans une certaine mesure, bien que le développement n'est pas trouvé, pourquoi on va les chicaner? Parce qu'ils engagent l'Afrique dans son processus d'unification. Pourquoi? Donc pourquoi chicaner les Africains? Parce qu'ils cherchent d'abord, ils cherchent actuellement l'unification de l'Afrique, même si c'est à petits pas, en commençant par la création d'une zone continentale de libre-échange. Cette création continentale de la zone peut absolument aller de pair avec la recherche des autres objectifs. Mais elle se fait pas à pas. Parce que dans le cadre de la recherche d'unification de l'Afrique tendant vers l'intégration, théoriquement, il y a des étapes. Et certains pays ont suivi ces étapes-là, même au niveau africain. Les étapes, je vous les lis ici. La première des étapes, c'est d'abord la mise en place d'une zone de libre-échange qui correspond, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la suppression des droits de douane et des limitations quantitatives d'importation entre les pays. Suppression des droits de douane et suppression des limitations quantitatives, c'est-à-dire des quotas. C'est ça la zone de libre-échange. Maintenant, l'escalier suivant consiste à transformer la zone de libre-échange en une union douanière. L'union douanière, elle, c'est une zone de libre-échange, mais qui est dotée d'un tarif extérieur commun. C'est-à-dire que, une fois que les pays sont membres de la zone de libre-échange, ils peuvent transformer cette organisation-là en une union douanière en instaurant un tarif douanier extérieur commun vis-à-vis des États tiers. Ça, c'est l'union douanière. Eh bien, ça, c'est le premier escalier, le deuxième escalier. Après, qualitativement, ils peuvent avancer. Ils transforment l'union douanière en un marché commun. Et dans le cadre du marché, de ce marché commun, tous les facteurs de production peuvent circuler sans entrave d'un pays à l'autre. Tout à l'heure, dans le cadre de la zone de libre-échange, eh bien, la libération qui est instaurée, qui peut être instaurée, c'est celle de la circulation des marchandises et des services. Marchandises et services seulement, dans le cadre d'une zone de libre-échange.
Union douanière, on avance libre-échange plus instauration d'un tarif extérieur commun. Et en troisième position, quand on avance, on crée donc un marché commun dans lequel, en ce moment, tout circule librement. Dans la zone de libre-échange, il n'y a que la liberté de circulation des biens ou marchandises et des services. Mais dans un marché commun, donc quand la zone de libre-échange s'améliore qualitativement, en ce moment, il y a l'instauration de 4 libertés. En plus de la liberté de circulation des biens marchandises, la circulation des services, maintenant la liberté de circulation des capitaux. Alors, et la liberté de circulation des personnes. Dans une zone de libre-échange, il n'y a pas le principe de liberté de circulation des personnes et des capitaux. Mais quand on avance et qu'on transforme la zone de libre-échange en union douanière puis en marché commun, en ce moment-là, on a la liberté de circulation des marchandises, des services, des personnes et des capitaux. Ça, c'est le marché commun. Et ensuite, on avance. Quand le marché commun fait un pas en avant, il se transforme en union économique, qui est en ce moment-là un marché commun dans lequel il y a l'harmonisation des politiques des différents États, c'est-à-dire que les États adoptent les mêmes lois en matière économique, surtout en matière commerciale. Ça, c'est un pas encore en avant. Mais maintenant, lorsqu'il y a un 5e pas en avant, c'est celui de transformer l'union économique en union économique et monétaire. Donc avec pratiquement une monnaie commune. Alors, en ce moment-là, on a atteint pratiquement le sommet, ou pratiquement le sommet de l'intégration sur le plan économique. Et cette intégration sur le plan économique peut se transformer en intégration tout court ou intégration politique, c'est-à-dire que l'ensemble des pays qui ont formé donc ce bloc-là peuvent constituer une fédération d'États, ou même un État unitaire. Alors, vous voyez que c'est des pas qui sont faits progressivement dans le cadre de la recherche de l'intégration. Mais certains de nos dirigeants africains ont voulu à ce qu'on aille directement vers la dernière phase, c'est-à-dire l'unification politique de l'Afrique, qui suppose évidemment entre-temps la réalisation de toutes les unités intermédiaires, donc restauration de toutes les libertés. C'est au niveau de la zone de libre-échange qu'on en est actuellement. Mais en réalité, le continent africain qui veut aujourd'hui créer une zone de libre-échange est composé d'un certain nombre de régions qui sont, elles, en avance par rapport à la formation d'une zone de libre-échange. Elles sont en avance. Nous avons l'Afrique de l'Ouest, au moins l'Afrique de l'Ouest francophone, qui est une union économique et monétaire de l'Ouest africain, l'UEMOA. Donc elle a dépassé tous ces stades-là. L'UEMOA a dépassé le stade de la zone de libre-échange. Elle a dépassé le stade du marché commun, de l'union douanière économique ou marché commun, de l'union économique. Et elle est au stade de l'union économique et monétaire. L'UEMOA est en avance. Elle a déjà atteint ce 5e stade-là. L'Afrique centrale, pareillement, elle a atteint ce stade-là.
Mais les autres sous-régions africaines telles que l'Afrique australe et l'Afrique orientale et l'Afrique du Nord ou maghrébine n'ont pas atteint ces stades-là. Donc, il faut nécessairement que tous ces pays-là travaillent dans le sens de l'arrivée au stade suprême qui est celui de l'intégration globale. Bien, je vois qu'on vous donne le papier. Et maintenant, on vous dit, on retourne à cette zone de libre-échange. Maintenant que nos chefs d'État ont pensé la créer, mais au fond, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'elle est? Eh bien, c'est eux-mêmes qui vont vous dire ce qu'elle est. Une zone de libre-échange, je vous l'ai dit tout à l'heure ce qu'elle est, mais la définition universelle de la zone de libre-échange, elle est unique. Et ici, dans le traité, dans l'accord qui est là, on vous dit création de la zone de libre-échange continentale africaine. Il est créé une zone de libre-échange continentale africaine. C'est après dénommé la ZLECAf. Il y a un F à la fin, contrairement à ce qu'on voit dans certains documents. Et cette zone-là, quels sont ses objectifs généraux? On vous dit que dans ces objectifs généraux, la ZLECAf vise à créer un marché unique pour les marchandises et les services. Marché unique pour les marchandises et les services. Mais ce marché unique pour les marchandises et les services est facilité par la circulation des personnes. Donc il faut prendre des dispositions pour faciliter la circulation des personnes à ce stade-là. Et il faut nécessairement approfondir l'intégration. L'intégration du continent, et ce, conformément à la vision panafricaine d'une Afrique intégrée et prospère et pacifique, telle qu'énoncée dans l'agenda Afrique 2063. Qu'est-ce que ça veut dire, l'agenda Afrique 2063? Eh bien, au cours de la même année 2013, les responsables africains se sont dit, il faut nécessairement que nous travaillions ensemble pour que d'ici 50 ans, 2013 plus 50, pour que d'ici 50 ans, que l'Afrique se transforme, qu'elle devienne un continent prospère, riche, prospère, développé, et au sein duquel règne la paix et la prospérité du peuple. C'est donc ça l'agenda 2063 dont il parle. L'agenda 2063 est une sorte de vision et de plan d'action pour faire de l'Afrique un continent prospère et pacifique. En effet, il s'agit d'un programme panafricain destiné à renforcer la coopération intra-africaine. C'est aussi une plateforme qui oriente le continent afin de consolider les progrès en cours et d'exploiter stratégiquement les possibilités qui s'offrent à court et à moyen terme pour assurer une transformation socio-économique positive de l'Afrique. C'est ça l'agenda 63. Donc, la conférence qui vient de se tenir à Niamey cadre bien avec les objectifs de l'agenda 63. D'ailleurs, l'idée de lancement de cette zone de libre-échange, l'idée a été lancée en même temps
que l'idée de l'agenda 63, Afrique 63. Il y a donc une certaine concomitance, une certaine harmonisation entre les deux projets. À ces projets, évidemment, sont venus se greffer des projets sectoriels, puisque si on veut créer une zone de libre-échange qui va devenir une union douanière, qui va devenir une union douanière et économique, qui va devenir un marché commun, une union monétaire, une économique et monétaire. Si on veut faire tout ça, évidemment, il faut créer les conditions de le faire. Les premières conditions, c'est de faciliter la circulation à l'intérieur du continent africain, c'est-à-dire de résoudre le problème des transports en créant des infrastructures de transport. Les infrastructures de transport routier, les infrastructures de transport ferroviaire, les infrastructures de transport aérien, les infrastructures d'abord des équipements. Et avant même la création de la ZLECAf, l'OUA a pensé à tracer des voies de communication à travers le continent africain. C'est dans le cadre d'une organisation qui a été appelée Africa Rail et qui constitue aujourd'hui un problème, parce qu'il y a même un procès en ce qui concerne Africa Rail. Africa Rail devait, en collaboration avec les États africains, tracer des voies de communication routières et ferroviaires dans tout le continent. Et c'est dans ce cadre-là que une route qu'on appelle la transafricaine a été initiée et le parcours a été identifié dans les années 60. Elle débouche d'Alger et elle devait aboutir à Mombasa, au Kenya. Elle traverse d'ailleurs le Niger à l'est de Djibouti là-bas et elle continue vers le Tchad. Et il y a une autre branche, un autre tronçon qui va vers Lagos, un autre qui va vers Abidjan, etc. Et ensuite, elle a été programmée de construire des voies ferrées. Et une fois les infrastructures mises en place, donc dans le cadre de l'exploitation de ces infrastructures, il y a maintenant les services, c'est-à-dire les transports et les institutions de transport. Eh bien, c'est cela qu'on appelle les services, ici, là. Liberté de circulation des biens et des services, tels que les services de transport, les services aériens, par exemple. Ils en ont beaucoup parlé, là, à la dernière conférence de la ZLECAf, les programmes de services. Après les programmes de services, évidemment, il y a les problèmes de santé. Ils en ont parlé aussi. Il y a les problèmes d'éducation. Ils n'étaient pas en reste. Il y a les problèmes d'égalité entre les citoyens africains et entre les citoyens des deux sexes, les hommes et les femmes, avec la promotion des femmes et leur autonomisation. Ils en ont parlé encore. Donc c'est des grands pas en avant qui ont été accomplis. Et voilà, quand l'idée de la création de la ZLECAf a été lancée, il y a eu, les chefs d'État d'abord ont pris la décision, ils l'ont transmise à des ministres, qui vont former des conseils des ministres des Affaires étrangères et des conseils des ministres du Commerce, lesquels ont créé des comités, et la commission de l'Union africaine qui est à Addis Abeba a tout coordonné. Et il y a eu des travaux techniques, des réflexions et d'élaboration de textes dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième symposium. Symposium, ce sont donc des réunions, des forums, des cadres qui ont planché sur les textes à prendre. Et de 2013 jusqu'à 2017, il y a eu ces forums-là qui se sont réunis un peu partout en Afrique, à Abidjan, à Rabat, et puis où encore.
De toutes les façons, il y en a eu jusqu'à 3. Et c'est au cours de ce forum-là que les cadres ont rédigé les projets de tous ces textes-là, qu'ils ont soumis au Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres les ont soumis donc, aux conférences des chefs d'État. Maintenant, quand ça a été soumis à la conférence des chefs d'État, on a dit, bon, on crée la zone de libre-échange. Voici le projet de traité. Quels sont ceux qui sont d'accord et qui vont adhérer à ce projet-là et quels sont ceux qui vont attendre encore. Il fallait nécessairement la moitié des chefs d'État présents le jour de la signature. Ils étaient au nombre de 44. Et il fallait nécessairement que la moitié de ces 44-là acceptent définitivement le texte. Donc, la signature a eu lieu par les 44. Mais ce n'est pas tout que de signer. On signe ou on paraphe, mais pour que ça devienne un texte législatif, un texte de loi, il faut retourner chez soi pour faire adopter ça, soit par le Parlement, soit par celui qui remplace le Parlement dans le cadre de la ratification, comme si c'est le chef d'État. Donc il y a la signature, ça c'est le premier pas. Maintenant, pour que ça entre en vigueur, c'est-à-dire pour que ça entre dans sa phase opérationnelle, il faut que ça soit ratifié. La ratification, elle se fait au moins d'une loi dans la plupart de nos pays. Donc on amène le texte. Le chef d'État le met au gouvernement. Le gouvernement l'envoie sous forme de projet de loi à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale étudie ce texte sans le modifier. Il n'est pas susceptible de modification. Elle adopte article par article, puis elle l'adopte globalement. Et elle dit, moi, Assemblée nationale, j'adopte la présente loi autorisant le président de la République à ratifier le texte. C'est le président de la République qui ratifie, c'est l'Assemblée qui donne l'autorisation de ratification. Ça a été fait au Niger. Et une fois que l'Assemblée a adopté la loi donnant l'autorisation de ratification, le président de la République ratifie, il l'a fait ici au Niger, et il sort un décret portant ratification, c'est-à-dire attestant qu'il a ratifié. Il sort un décret, pris en Conseil des ministres ou pris par lui-même tout seul. Et ce décret-là, il est publié au journal officiel de la République. Et les textes de ratification et le décret de ratification sont envoyés là-bas au siège de la ZELICAF, qui est le siège de la Commission de l'Union africaine, et tous les États parties prenantes sont informés. S'il y a 22 États qui procèdent de la même chose, c'est-à-dire qui acceptent, qui ratifient, en ce moment on dit ça y est, donc à partir d'aujourd'hui, nous avons le 22e État qui a ratifié. À partir d'aujourd'hui, le traité est entré en vigueur. Et c'est ce qui a été fait, je crois, depuis le 29 avril de ce mois-ci. Alors, Monsieur le Président, sans vous couper la parole, avec l'adoption de la zone de libre-échange, à quoi les États membres doivent-ils s'attendre? Voilà. Les États africains doivent se dire qu'ils viennent de réaliser un pas en avant dans le processus de l'unification de l'Afrique. Un pas en avant. Parce que, jusqu'à présent, nous avons un continent qui est organisé en communautés régionales.
de même les communautés régionales qui ont atteint, chacune en ce qui la concerne, un certain degré d'intégration. Mais à partir du moment où tout le continent devient une zone de libre-échange, figurez-vous bien, on vous dit que dans le cadre de la zone de libre-échange, il y a la liberté de circulation des marchandises. Alors, cette liberté de circulation des marchandises, elle va désormais permettre à tous les Africains de tout le continent, si toutefois tout le continent est devenu un ensemble d'États membres de la zone, parce qu'actuellement il manque comment s'appelle, l'Érythrée, eh bien, les marchandises peuvent circuler librement, sans droit de douane, depuis Alger, en traversant l'Algérie, le Niger, le Nigeria, etc., jusqu'en Afrique du Sud, depuis Dakar jusqu'à Djibouti. Donc il y a la liberté de circulation des marchandises, sans droit de douane. Et puis, la liberté en ce qui concerne les services, le transport terrestre, le transport terrestre ferroviaire, le transport aérien, les carrières privées, les avocats et autres, qui peuvent aller librement travailler dans tous les pays de la zone. Puisqu'il y a la liberté de circulation des personnes. Mais quid des problèmes de migration? Actuellement, on parle beaucoup des mouvements migratoires. Et surtout, on parle beaucoup de la migration des Africains vers l'Europe et des modalités qu'il faut mettre en œuvre pour réduire ces migrations-là ou même pour les stopper. Mais à partir du moment où on entre dans l'application de cet accord de la zone de libre-échange, un pays africain ne peut pas poser des obstacles à la circulation de certains Africains, même s'ils traversent son pays pour aller ailleurs, sauf s'il y a des raisons de sécurité ou des raisons attentatoires, en tout cas à l'ordre public. Donc il y a là donc, une certaine facilitation. Et de fil en aiguille, tous les Africains parviendront à circuler dans tous les continents africains et il y aura même peut-être un jour des cartes d'identité ou des passeports du continent africain. Il y a ça. Mais c'est un pas. Et dans le cadre de ce pas-là, il y a beaucoup d'autres avantages qui sont prévus et qui viendront progressivement. Parce que les dispositions de l'accord ne vont pas être mises en application tout de suite, brutalement, en un jour. C'est progressivement que les choses vont se faire. Et elles se feront progressivement à la suite des négociations entre les États membres, soit collectivement au niveau de tout le continent africain, soit au niveau de sous-région, soit même au niveau bilatéral. Donc c'est le cadre qui est posé. Maintenant, à l'intérieur de ce cadre-là, il faut essayer d'exploiter toutes les possibilités et tous les avantages. Surtout que, vous voyez, c'est le continent africain qui devient une zone de libre-échange. Mais à l'intérieur du continent africain, il y a d'abord des dispositions même mondiales au niveau de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui autorise certaines pratiques, donc qui donnent certaines libertés de commercer, ou circulation des marchandises, circulation des services, circulation des personnes, circulation des capitaux, etc. Il y a déjà ça quelque part au niveau de l'OMC. Il y a certaines autorisations. L'OMC instaure la liberté générale du commerce à travers le monde.
entre tous les pays du monde. Bon, c'est déjà ça. Et puis à l'intérieur de nos communautés régionales, la CEDEAO, la CEAMAC, l'Afrique australe, l'Afrique orientale, tout ça, il y a des avantages que les pays se sont conférés dans le cadre de leurs organisations. Comme je vous l'ai dit, en ce qui concerne par exemple la CEDEAO, nous sommes arrivés pratiquement au top niveau en ce qui concerne la recherche d'intégration. On a la liberté de circulation des personnes, des marchandises, des services, des capitaux, des personnes, tout ça. Et au niveau de l'Afrique centrale aussi. Et certaines sous-régions ne sont pas arrivées à ce niveau-là. Mais progressivement, dans le cadre de la zone de libre-échange africaine, eh bien, ils arriveront absolument à ce niveau-là. Et il y aura plus tard une harmonisation des politiques commerciales. Et il y aura même, à un certain moment donné, l'instauration d'un tarif extérieur commun, comme dans le cadre d'une union douanière. Il y aura, par la suite, l'union, enfin, une harmonisation des politiques industrielles, des politiques commerciales, etc. Et peut-être que, progressivement, avec ce mouvement qui est déclenché, il y aura même une acceptation de la création d'une monnaie commune, une monnaie africaine, comme nous avons actuellement le projet au niveau de la CEDEAO. Donc, c'est un pas qui est fait, un pas de géant. C'est comme une porte qui est ouverte et par laquelle on peut entrer dans la maison. Avant, la porte elle était fermée tant qu'il n'y avait pas l'instauration de la zone de libre-échange. Maintenant que la porte est ouverte, on peut entrer progressivement et essayer de faire tout ce qu'on veut à l'intérieur de cette maison. Alors, que pensez-vous du leadership du président de la République, Issa Mahamadou? Vraiment, il a fait beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait qu'il force le respect à l'intérieur de notre pays, à l'intérieur de l'UEMOA, à l'intérieur de la CEDEAO, à l'intérieur de tout le continent africain et même du monde entier. Mais regardez tout ce qui a été dit sur lui. Par exemple, le président du Togo, qui dit, si vous avez un problème compliqué à résoudre et que vous ne pouvez pas résoudre, il faut le confier à Mohamed Issoufou, il va vous le résoudre. Mais ça, ce sont des éloges exceptionnels qu'on ne fait pas à n'importe qui et n'importe quand et dans n'importe quelle circonstance. Ça, c'est le top niveau même de l'éloge. Et c'est un chef d'État de notre pays qui le dit en ce qui concerne le chef d'État de notre pays, Mohamed Issoufou. Si certains d'entre nous n'ont pas le courage de reconnaître les valeurs, les qualités du président Issoufou, et c'est tout à fait normal parce qu'on dit que nul n'est prophète dans son pays, et bien c'est à l'extérieur, dans d'autres pays, au niveau de certains chefs d'État, qu'on reconnaît ces qualités. J'ai même lu un article d'un journal malien où vraiment le président Issoufou a été beaucoup félicité et on a chanté beaucoup de ses louanges et on a souligné ses mérites qui sont vrais. Regardez ce que d'autres chefs d'État ont fait, tel que Idriss Déby. Mais est-ce que vous n'avez pas un peu réfléchi sur les raisons qui ont amené le président du Nigeria, Buhari, et celui du Bénin, à signer séance tenante dans la salle, à apporter leur signature sur le texte portant accord de création de la zone de libre-échange. Certes, ils ont consulté leur peuple, ils ont consulté tout ce qu'ils doivent consulter dans leur pays. Mais ils ont été conditionnés dans une certaine mesure par l'attitude de Issoufou et par le travail gigantesque qu'il a fait et l'admiration qu'il a provoquée en eux. Mais on est obligé de reconnaître qu'il a beaucoup travaillé
ici au Niger, je ne vous dirai pas 99% ou 90 ou 80 ou 70, mais la majorité ou la quasi-totalité des Nigériens ont apprécié ce que Soufou a fait. Même ceux de l'opposition, sauf s'ils ne veulent pas le reconnaître. Pour finir, Monsieur le Président, votre mot de fin. Mon mot de fin est très simple. Les débats que nous faisions quand nous étions étudiants, ces débats-là se poursuivent encore. Et nous devons accepter que nous ne nous sommes pas trompés, mais nous nous sommes querellés inutilement par rapport aux 3 objectifs concernant l'Afrique qui étaient en débat parmi nous. Et je vous ai parlé de ces 3 objectifs. Quand nous étions étudiants, il y avait pratiquement des tendances au sein des mouvements des étudiants africains. Il y en a qui disaient, oui, l'Afrique, qu'est-ce qu'il faut pour l'Afrique? Eh bien, pour l'Afrique, il faut nécessairement commencer par chercher à bouter le colonialisme néo-colonial et l'impérialisme du continent africain. Tant qu'on n'a pas vaincu le colonialisme néo-colonial et l'impérialisme, rien ne se fera. Ceux qui avaient cette position étaient considérés comme des extrémistes. Je ne vous dis pas, moi, si je suis là-dedans ou si je ne suis pas là-dedans. Il y en a qui disent, tant qu'on n'a pas débarrassé l'Afrique de la domination étrangère, rien ne se fera. Il y en a qui disent, mais non, ce n'est pas ça. Tant que l'Afrique n'est pas unie, elle ne peut pas se libérer contre l'impérialisme. Il faut qu'elle soit unie d'abord. Si elle est unie, en ce moment-là, elle sera mieux armée pour bouter hors d'elle-même le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme et combattre l'apartheid. Donc pour eux, pour les étudiants et les intellectuels de ce clan-là, la priorité c'est l'unité. Et il y a un 3e clan qui dit, mais non, vous vous trompez. L'Afrique ne peut pas s'unir comme ça. L'Afrique ne peut pas lutter contre l'impérialisme comme ça. Pour que l'Afrique puisse lutter contre le colonialisme, et l'impérialisme, et pour que l'Afrique puisse s'unir, il faut d'abord qu'elle soit développée. Ah, tant qu'elle n'est pas développée, selon eux, eh bien, elle ne peut pas s'unir et elle ne peut pas se libérer de la domination étrangère. Voici donc les 3 positions. Mais en fait, je vous le dis en guise de conclusion, pour moi, et pour beaucoup d'autres analystes, les 3 objectifs ne sont pas contradictoires. Et on peut absolument essayer de chercher à les atteindre concomitamment, c'est-à-dire ensemble. On peut lutter pour que, en même temps, l'Afrique soit débarrassée de la domination étrangère, que l'Afrique soit débarrassée de son sous-développement, donc telle sorte qu'elle se développe, et que l'Afrique soit unie. On peut mener de front, de pair, les 3 objectifs. Eh bien, avec la ZLECAf, c'est ce qu'on voit. Avec la ZLECAf, on fait un pas vers l'unification dans le sens de la recherche du développement de l'Afrique et dans le sens de la libération économique de l'Afrique. Là, l'Afrique va chercher à disposer elle-même de ses propres matières premières, à les transformer, à les vendre, à acheter ce qu'elle veut acheter et à développer le commerce intra-africain, c'est-à-dire entre les pays africains. Parce que actuellement, le continent africain entretient des relations commerciales beaucoup plus avec d'autres continents qu'avec lui-même. Dans le cadre du commerce mondial, j'ai lu quelque part, ou je le lis tous les jours, la contribution, la participation de l'Afrique au commerce mondial atteint à peine 16% du commerce mondial. Et la contribution du commerce intra-africain, c'est-à-dire entre les Africains eux-mêmes, l'Afrique commerce avec l'Afrique,
eh bien, c'est moins de 10%. Nous passons beaucoup plus notre temps et nos possibilités, nos opportunités à commercer avec d'autres qu'avec nous-mêmes. Et quand vous regardez, rien que pour le Niger actuellement, pendant longtemps, le premier partenaire économique du Niger en matière d'importation et d'exportation, c'était d'abord la France. Après, il y avait l'Allemagne. Après, il y avait d'autres pays européens. Et c'est après même que vient le Nigeria. Là aussi, c'est par la force des choses, parce que le Nigeria est un pays voisin avec lequel nous partageons 1500 km de frontières, et c'est un pays dont le nord et le sud du Niger faisaient partie des mêmes ensembles politiques avant la colonisation. Donc c'est les mêmes peuples en quelque sorte. Et quotidiennement, il y a des circulations des personnes et des biens à travers le Niger d'une façon traditionnelle. On n'a pas empêché ça avant la colonisation, on n'a pas pu empêcher ça pendant la colonisation, même avec l'instauration des barrières douanières, même avec l'instauration des frontières plus ou moins étanches, même avec certaines dispositions tarifaires et non tarifaires qui avaient été imposées. On n'a pas pu empêcher. C'est ça que tu dois retenir. L'Afrique vient de réaliser un pas de géant dans le cadre de la recherche du mieux-être de ces populations. Et ce mieux-être-là, il englobe la libération par rapport à la domination étrangère, domination politique, économique, sociale, culturelle, militaire et autres, et aussi dans le cadre de la recherche de la croissance et du développement des pays africains, avec la transformation de nos produits, de nos matières premières et la maîtrise de nos matières premières, et ensuite avec la recherche du processus d'unification de notre continent. Merci, Monsieur le Président. Et voilà, messieurs, dames, c'est la fin de votre émission, l'entretien de la semaine. L'entretien de la semaine qui a reçu comme invité ce soir Monsieur Sanoussi Tambré Jakou. On a parlé avec lui du bilan du 33e sommet de l'Union africaine et aussi de l'adoption de la ZLECAf. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.